C'est parti, je Ah oui, cède pardon. la parole à Léa Dedola pour une intervention qui s'intitule Approfondissement de l'immersion et l'interaction émotionnelle en réalité virtuelle. Il y aura un lien direct, bien évidemment, avec la présentation de ce matin, la première, celle de Philippe Fuchs, et je pense qu'il y aura des articulations dont on pourra discuter d'ailleurs au moment de la discussion de cette session avec le projet qui vient d'être présenté. Oui, oui. Voilà, je te donne immédiatement la parole, Léa. Ok. Alors déjà, je souhaitais vous remercier, enfin remercier les SAD et particulièrement toi, Ludovic et Christelle, pour l'organisation et l'invitation. Et du coup, aujourd'hui, oui, je vais parler des approfondissements de l'immersion et de l'interaction émotionnelle, donc le modèle 4I2 de Philippe Fuchs, qui est donc en fait un enjeu de ma recherche doctorale qui s'effectue en CIFRE. Alors, je vais présenter un petit peu le cadre de cette recherche. Du coup, elle s'effectue entre 3 parties qui collaborent. Une entreprise d'édition de jeux vidéo et d'expériences en réalité virtuelle qui s'appelle Rise Up Studio. L'Université Lyon 2 et donc le laboratoire Passage 2021 qui est un laboratoire de recherche en esthétique et en histoire du cinéma. Et moi-même, donc, qui suis en fin de 2e année de doctorat. Donc, qui approche lentement vers la fin de ma thèse. Et pour y parvenir, je bénéficie donc de l'encadrement de 2 directeurs de thèse qu'on a eu l'occasion d'écouter lors de cette rencontre, qui sont donc Martin Barnier, qui est chercheur et professeur de cinéma à l'Université Lumière Lyon 2, et Philippe Fuchs, donc on a entendu ce matin, et qui est spécialiste de la question de l'immersion et l'interaction, selon 4 niveaux, donc dans les environnements XR de réalité virtuelle et augmentée. Et donc aujourd'hui, pour essayer de traiter en partie au moins la question de l'immersion et l'interaction émotionnelle, on va d'abord évoquer le cadre théorique de cette recherche, puis dans un second temps, on va essayer d'évoquer une partie du cadre pratique qui va concerner plutôt les recherches et les créations qu'on a fait dans le cadre du CIFRE, c'est-à-dire notamment en entreprise. Et bien évidemment, il sera difficile de tout dire aujourd'hui, puis tenter de tout dire, ce sera plutôt l'enjeu de ma thèse. Mais au moins, je vais tenter d'introduire quelques concepts et quelques projets sur lesquels nous travaillons. Alors, donc notre projet de thèse va porter donc sur la création artistique en VR vidéo, donc à différencier de la vidéo 360, comme on a pu le voir d'ailleurs lors de cette rencontre, qui n'est donc pas interactive. Et il va consister dans le croisement des recherches en esthétique et sciences cognitives à tenter de parfaire l'immersion et l'interaction émotionnelle de l'utilisateur dans un environnement de réalité virtuelle, donc visuellement à 360 degrés. En fait, il va s'agir plutôt d'une recherche intermédiaire entre le cinéma, les jeux vidéo, les arts participatifs et les arts numériques et la réalité virtuelle. Et une recherche donc heuristique qui va plutôt interroger notre cognition, nos émotions, afin de déterminer une future grammaire de réalité virtuelle. Et pour revenir à la théorie 4I2 développée par Philippe Fuchs, dans un 4e temps donc de sa théorie, l'individu va être immergé et va interagir dans l'environnement de réalité virtuelle en tant qu'un être humain émotionnel. Et sur ce point, en fait, c'est la séquence émotionnelle, donc que vous voyez à l'écran normalement, la flèche, qui va décrire le cheminement des processus cognitifs et physiologiques qui vont se déclencher à la suite d'un éveil émotionnel conscient ou inconscient. Donc, on va partir de l'induction des émotions, qui va concerner plutôt les stimulus ou stimuli. Leur nom va dépendre en fait du contexte situationnel, et qui vont être ensuite évalués inconsciemment ou consciemment par l'individu, et vont ensuite aboutir à une forme expressive de l'émotion qui va donc être la réponse émotionnelle. Et celle-ci va se subdiviser en 3 modalités, donc une qui est physiologique, donc on en a parlé tout à l'heure, ça va être par exemple l'augmentation du rythme cardiaque. Une autre va être comportementale, par exemple dans les études qui ont été publiées par Pichon et Hall, elle va par exemple déterminer une certaine tendance à l'action, par exemple la fuite ou une humeur. Et enfin, le 3e point, c'est qu'elle peut être donc subjective et elle va provoquer dans ce cas-là plutôt un sentiment sur le long terme. Et donc ça, c'est très important de le savoir parce que puisque l'individu humain possède en qualité d'interaction et d'immersion d'ailleurs les moyens d'expression émotionnelle,
dans l'environnement réel, c'est-à-dire qu'il va entretenir une relation dialogique avec l'environnement extérieur, avec autrui, aussi sur le mode émotionnel, eh ben, nous devons réfléchir à un moyen de maîtriser et d'utiliser ces modalités expressives comme moyen d'interaction et d'immersion dans les environnements de réalité virtuelle. Et donc, nous devons aussi réfléchir au devenir de cette séquence émotionnelle que vous voyez dans les environnements de réalité virtuelle qui utilisent des boucles de rétroaction médiée, donc ce que nous avons vu à travers le projet de Marie-Laure, c'est-à-dire des biofeedbacks ou des neurofeedbacks. Et donc ça, c'est un des enjeux de ma recherche. Mais aussi, donc ça c'est un peu le renversement, il nous appartient de questionner la manière grâce à laquelle, avec la nouvelle technologie de réalité virtuelle, on va pouvoir créer des émotions, c'est-à-dire concevoir des environnements, des situations capables d'engendrer des réactions affectives de grande intensité. Donc là, on est plutôt dans le versant esthétique de ma recherche. Et on a pu le voir d'ailleurs au cinéma, c'est ce que disait Martin Barnier hier, bien des manières de susciter l'émotion, et notamment grâce aux effets 3D, entre guillemets. Donc, je rappelle les effets de jaillissement, des objets, ça veut dire, qui traversent l'écran pour toucher le spectateur, des effets de chute, de vol, de vortex, etc., qui vont provoquer donc une réaction émotionnelle chez le spectateur, puisqu'il pourrait éprouver dans ces situations-là jusqu'à une sensation de vertige. Et là, je cite donc Martin Barnier et sa collègue Kira Kitsopanidou. Et donc, notre projet de thèse va viser à élucider la problématique suivante, c'est-à-dire comment maîtriser par faire l'immersion et l'interaction émotionnelle en VR vidéo, donc en réalité virtuelle. Hop. Donc, pour effectuer cette recherche, nous avons bien évidemment cerné un corpus ainsi qu'un périmètre d'études. Et le choix de la période d'études est justifié en premier lieu par des critères technologiques, qui sont donc la démocratisation des visiocasques des contrôleurs, et du coup aussi des critères donc économiques, qui sont plutôt liés à l'essor des marchés de la réalité virtuelle, et qui vont en fait permettre aux œuvres de réalité virtuelle de se multiplier. Du coup, les bandes chronologiques qui vont baliser ce corpus vont être révélatrices de l'émergence de technologies, donc visiocasques, contrôleurs, etc., mais aussi d'un nouveau média et d'un nouvel art qui va donc être la réalité virtuelle. Et il est important de noter d'ailleurs l'aspect médiatique qui est super important. En fait, c'est si effectivement ces technologies-là représentent un outil grâce auquel les artistes peuvent s'exprimer, avec la démocratisation en fait des visiocasques. Ces casques immersifs offrent aussi aux artistes la possibilité en fait nouvelle de rencontrer leur public. Tac. Mais on va s'appuyer aussi sur des artistes entre guillemets précurseurs qui préexistaient à cette période de démocratisation et qui avaient déjà abordé ce média sous le prisme artistique. Donc, en l'occurrence, par exemple, avec les œuvres de Charles Davis, donc Osmose en 95, mais aussi Éphémère en 98. Ah, d'ailleurs, on n'a pas testé les vidéos. Je crois que ça fonctionne. Bon, il y a un peu de lag. Et, mais aussi donc des artistes comme Maurice Benayoun, avec le tunnel sous l'Atlantique, qui est un procédé de téléprésence. Donc, ce qui est intéressant d'ailleurs dans l'œuvre de Charles Davis, c'est que on va aborder ensuite une partie en fait de ce qu'elle abordait déjà en 1995, qui consiste en fait en des interactions irréalistes, puisqu'en fait l'individu, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, va porter une ceinture qui va mesurer en fait et capturer sa fréquence respiratoire. Et c'est cette fréquence respiratoire qui va lui permettre de se déplacer en fait dans l'environnement virtuel. Donc je vous laisse regarder la fin. Ok. Donc, pour aborder plus l'aspect intermédial, notre corpus d'œuvres va s'appuyer sur des pratiques artistiques qui souhaitent en fait influencer le fonctionnement psychophysiologique de l'individu, et sans trop rentrer en fait dans les détails, puisqu'il s'agit là d'un travail que j'exposerai plus tard.
Nous avons élaboré sur cette base un lexique d'œuvres qui sont classés selon des critères qui sont propres à l'œuvre et qui mettent en avant les conditions d'immersion et d'interaction émotionnelle. Donc avec, par exemple, ces critères qui concernent l'œuvre, donc non interactive, interactive, coactive, dans le cas où l'œuvre et l'expérience artistique vécue par l'individu se confondent, une œuvre plastique ou numérique, une immersion extéroceptive ou une immersion proprioceptive, une œuvre individuelle ou collective, ce qu'on a abordé d'ailleurs hier, une œuvre avec des biofeedbacks, des neurofeedbacks ou pas de feedback, tout court. Et cette taxonomie, en fait, va nous permettre de saisir les usages et les modalités de l'expérience autopoétique. Donc, dans les mots de Francisco Varela, Umberto Maturana, et puis plus tard en 2011 de Hideo Kawamoto, c'est-à-dire les façonnements dynamiques et complexes du soi, mais aussi le façonnement de l'espace qui va contenir le soi, c'est-à-dire en fait les transformations corporelles qui vont être en jeu dans ce dialogue entre l'œuvre et l'individu. Et donc, pour vous donner des exemples, on a ici un tableau de Victor Bassarelli qui s'appelle Métagalaxie, qui a un tableau de Hop Art. Et l'Hop Art correspond à une volonté des artistes de faire de la recherche plastique sur la perception humaine. Donc, l'objectif de ce courant est d'utiliser des phénomènes optiques afin de parfaire une expérience physique de la vision. On a juste à côté une œuvre cinétique de Moholy Nagy, donc, qui est conçue pour interagir avec son environnement. Et ces œuvres, en fait, nous les classerons donc dans des critères non interactifs, plastiques, et des critères qui vont nous permettre donc d'envisager les conditions de base de l'immersion et de l'interaction émotionnelle, et donc la conformation, en fait, de l'œuvre et de l'individu à la base de l'expérience autopoétique. Pour donner un autre exemple, on a du coup ici une œuvre de Christophe de Beck, dans laquelle un participant est outillé donc d'un électroencéphalogramme portable. Et en fait, il va se promener dans un hangar qui va contenir 80 segments d'acier suspendus. C'est ce que vous voyez en haut de la photographie. Et c'est l'activité cérébrale de l'individu qui va activer des petits marteaux qui vont frapper donc sur les plaques d'acier et qui vont provoquer donc des vibrations sonores. Et du coup, cette œuvre, elle est plutôt coactive. Elle utilise des neurofeedbacks. Elle est plastique. Elle est en une immersion proprioceptive, et elle est collective parce qu'en fait, on peut rentrer dans cette salle à plusieurs. Donc, une dernière œuvre peut-être, qui est en fait un serious game qui s'appelle Deep en réalité virtuelle et qui souhaite en fait combattre les troubles de l'anxiété chez des populations jeunes, donc des enfants. Et l'objectif donc principal de cette œuvre est l'exploration via l'utilisation d'un biofeedback de respiration, et qui va être en fait intégré sous la forme d'un cercle qui va se dilater, qui va se contracter. Et donc là, pareil, on a donc coaction, biofeedback, numérique, proprioceptive, etc. Donc on a ici 3 exemples, mais aujourd'hui, dans notre lexique d'œuvres, on en compte plus d'une 50aine, ce qui va en fait nous permettre d'avoir une vision assez complète des modalités d'immersion et d'interaction émotionnelle et de les comparer, de les transformer potentiellement pour des environnements en réalité virtuelle. Et pour plus de détails sur la conception de ce lexique, normalement, je vais avoir un article qui va bientôt être publié dans une revue qui s'appelle Savoir en prisme. Donc, je pourrais vous en informer. Donc, on va passer plutôt sur la problématisation et les hypothèses de recherche. Alors, notre recherche va sous-entendre plusieurs axes problématiques, mais là, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de tout vous présenter. Évidemment, je vais essayer d'en présenter que 2. Donc, cette liste est très clairement non exhaustive. Un des premiers axes va concerner plutôt l'art, les sciences cognitives, la physiologie, puisqu'il va nous falloir dans le même temps faire l'étude de la réception des participants, donc la phénoménologie, dans des termes plus scientifiques, l'étude de la perception et de l'action dans les environnements virtuels, et idéalement, ça demanderait un matériel considérable, essayer d'étudier la trace physiologique de l'expérience esthétique. Et donc, inversement, il faut aussi faire l'étude des médiums. Donc là, on est plus dans une réflexion ontologique de leurs possibilités esthétiques et créatives.
Mais un bon outil, en fait, qui va permettre de réunir ces deux champs, c'est-à-dire l'étude de la réception et les possibilités artistiques du médium, et donc l'ajout d'une fonctionnalité de biofeedback, ou de neurofeedback d'ailleurs, qui va permettre donc d'étudier les réactions physiologiques de l'usager et de les utiliser afin de transformer, adapter ou non, l'expérience qu'il est en train de vivre en temps réel, donc en réalité virtuelle. Et donc là, on observe donc le devenir de cette séquence émotionnelle quand elle est prise en fait dans un schéma, dans un contexte situationnel qui utilise une biofeedback loop. Donc c'est ce que vous voyez sur le PowerPoint. Et donc cette boucle de rétroaction, elle va avoir un impact à la racine même de cette séquence émotionnelle, puisqu'elle va assimiler en fait de manière assez inédite la réponse émotionnelle, c'est-à-dire physique et physiologique, de l'individu au phénomène d'induction des émotions, si tant est que le feedback soit explicite et donc percevable et perçu. Les deux apparaissent donc comme indivisibles sur le schéma. De la réponse émotionnelle va dépendre donc l'information contenue dans les stimuli qui serviront à l'induction émotionnelle. Et en somme, donc ça c'est l'un des premiers constats, puisque les participants sont donc instrumentés, comme on aurait des interfaces sensorielles, comme on aurait des interfaces motrices et comportementales pour les mouvements et déplacements des participants, on aurait aussi des interfaces liées à l'activité physiologique, donc soit aux émotions, soit à l'effort physique, puisque aujourd'hui les systèmes de mesure ne savent pas distinguer l'un de l'autre. Voilà, et aussi donc comportementale, car comme on l'a vu en introduction, la réponse émotionnelle peut aussi être une réponse comportementale. Alors, pof. Et du coup, il est important de redire ici que l'immersion et l'interaction émotionnelle va dépendre des autres niveaux d'immersion et d'interaction, à savoir, donc, comme nous l'avons vu ce matin, fonctionnel, cognitif, sensorimoteur, et notamment de l'activité de l'homme dans l'environnement virtuel, des schèmes utilisés naturels, artificiels, des sens qui vont être stimulés ou non, et du caractère actif-passif de ces sens, ce que nous verrons plus concrètement en fait à la fin de cette présentation. Et un autre axe, et ce sera le dernier que je présenterai aujourd'hui, va concerner plutôt la question de la responsabilité en réalité virtuelle. Donc là, très clairement, c'est une question que je pose à tout le monde, hein, parce que la réalité virtuelle va s'adresser, du coup, grâce à cet essor, à ce phénomène de démocratisation, à une audience de plus en plus large, et va devenir en ce sens média dans les termes que nous connaissons donc de Walter Benjamin. Et elle va devenir aussi un moyen d'expression. Et la question de la responsabilité, en fait, se pose en fait déjà même concernant les versions sensorimoteurs et cognitives, donc par exemple avec la question du motion sickness ou des nausées. Mais elle va aussi se poser concernant le versant de l'immersion et de l'interaction émotionnelle, puisque la chose sensible, donc l'esthétique, c'est d'abord le corps humain. Et c'est en ce sens que nous préférons réfléchir d'ailleurs à une soma esthétique, au sens que lui donne Schusterman. Et donc, le concepteur artiste va avoir une responsabilité, ou du moins un engagement vis-à-vis d'autrui, qui existe déjà sous certaines formes, d'ailleurs, dans le jeu vidéo, avec, par exemple, le classement PEGI, donc le Pan-European Game Information, qui est donc un système d'évaluation européen des jeux vidéo, mais dans les cadres de nos recherches, donc avec biofeedback, neurofeedback, immersion corporelle. Existe-t-il un tel classement? Et déjà, si nous prenons d'ailleurs ce questionnement à l'origine, existe-t-il en fait un réel danger dû au processus d'immersion et d'interaction émotionnelle en réalité virtuelle? Donc c'est une question ouverte que je vous pose, on pourra peut-être y répondre dans la prochaine partie, donc de questions-réponses. Et du coup, en résumé, les questions qui vont être à étudier seront donc en premier lieu une étude du fonctionnement de l'être humain, donc système 4I2, pour perfectionner et adapter les œuvres de réalité virtuelle aux participantes, et inversement des recherches, des expérimentations heuristiques et scientifiques qui vont concerner plutôt les possibles créatifs esthétiques de la réalité virtuelle sur les environnements humains. Et donc,
On va aborder maintenant plutôt le cadre pratique de cette recherche, qui va donner un peu plus de contexte à cette étude. Donc, déjà, nous travaillons donc dans une entreprise d'édition de jeux vidéo et d'expériences en réalité virtuelle, qui n'est pas du tout un lieu anodin de la recherche, et il faut vraiment le prendre en compte. C'est un lieu où il existe beaucoup de contraintes économiques et budgétaires, et qui sont assez fortes. Mais dans le cadre de notre travail en entreprise, nous avons déjà produit 2 expériences vidéoludiques en réalité virtuelle. Je vais essayer de les lancer sans son. Hop. Donc, qui sont donc les vidéos là que vous pouvez voir, qui sont donc les 2 trailers de nos œuvres. Et j'ai une église à côté de chez moi, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc, ces œuvres sont accessibles sur la plateforme Steam, sur les launchers Synthesis et Springboard, et dans des salles d'arcade un peu partout dans le monde. Mais elles vont répondre à une esthétique et des mécaniques d'expérience qui sont de type plutôt arcade, c'est-à-dire avec une forte affordance des objets interactibles, un temps de jeu limité, la répétition d'une fonctionnalité simple, par exemple dans le jeu que vous êtes en train de voir, qui s'appelle donc Winter Break, c'est par exemple tirer des boules de neige avec un lance-pierre, mais surtout un cahier des charges particulier qui va souhaiter rendre accessible l'expérience au plus grand public, à une très large cible. De ce fait, nous avons pu expérimenter quelques idées de recherche et développement dans le cadre de l'entreprise, mais peu de choses en fait seront gardées pour le jeu final. Malgré ça, travailler sur ces expériences vidéoludiques en réalité virtuelle va nous permettre de comprendre davantage la réception d'un type de joueurs, qui sont vraiment le type gamer, et donc comprendre leurs attentes, de comprendre l'écosystème du marché dans lequel nous nous trouvons, et donc aussi et surtout la chronologie d'une œuvre vidéoludique, donc aujourd'hui en réalité virtuelle, mais une œuvre vidéoludique de ce type, donc arcade. Alors, je vais passer directement à la prochaine slide, histoire de gagner un peu de temps, mais j'ai bientôt fini ma présentation. Dans un cadre plus restrictivement lié à la recherche et au développement, nous avons travaillé sur les mondes science-fictionnels en réalité virtuelle, donc qui est une recherche en cours, pour le coup qui est une recherche expérimentale, et intermédiaire entre le cinéma et la réalité virtuelle. Donc une première recherche que nous avons menée a été présentée pour le congrès Fantaelex et consistait en un renversement, c'est-à-dire le cinéma a pensé la réalité virtuelle à travers ses films, comment la réalité virtuelle peut définir un nouvel accès donc corporel à la littérature du genre science-fictionnel. Puis dans une deuxième phase, donc, que nous avons présentée cette fois-ci pour une journée d'études organisée par le laboratoire Prisme du CNRS, nous avons donc nous sommes toujours inspirés des univers science-fictionnels et des mécaniques temporelles vues au cinéma, mais cette fois-ci pour créer un prototype d'environnement de réalité virtuelle à l'intérieur duquel les participants peuvent jouer, entre guillemets, avec le temps. Donc, normalement, j'ai une petite vidéo, mais je vais vous montrer simplement quelques extraits. Alors, c'est du prototypage. On a commencé à insérer, comme vous pouvez le voir, des éléments, entre guillemets, artistiques. En fait, c'est du placeholder, la cascade, mais qui permettent, en fait, de donner... de percevoir autrement les changements temporels, c'est-à-dire de manière un peu plus artistique qu'avec ces cubes, etc. Mais on a surtout, en fait, travaillé sur le système de contrôle temporel, entre guillemets, qui est à l'origine de cet environnement. Et donc, il y a une première partie de cet environnement qui se constitue d'un espèce de jeu de quilles, et un deuxième... Ou pareil, voilà, on peut donc contrôler un peu la temporalité du jeu. Hop. Donc une troisième phase de cette recherche va consister en fait en l'étude de la réception des participants, c'est-à-dire soit en environnement extéroceptif avec une immersion à distance, soit proprioceptive, c'est-à-dire visuellement à 360 degrés, et d'étudier du coup entre ces deux conformations les taux d'activation de la valeur cardiaque des participants.
Mais avant ça, d'abord, il faudra faire une refonte artistique totale du projet, parce que ce serait difficile d'étudier les modalités esthétiques sur des cubes. Mais ce qui va nous intéresser, et ce sera la fin ensuite de ma présentation, plus particulièrement aujourd'hui, c'est notre recherche-création autour des biofeedbacks et de la réalité virtuelle, c'est-à-dire l'utilisation de la mesure cardiaque comme agent transformateur de l'environnement virtuel et des mécaniques d'expérience. Et donc, dans le cadre... Ah, j'ai sauté une slide. Dans le cadre de cette étude, nous travaillons donc avec l'entreprise du CIF, donc Rise Up Studio, et Willy Garcia, qui est donc un ingénieur d'études qui travaille actuellement pour le CNRS, sur des cas pratiques de l'immersion et de l'interaction émotionnelle, et en particulier sur des biofeedbacks. Et l'objectif de cette recherche n'est pas prioritairement expérimental. Dans le cadre de cette recherche, nous aimerions plutôt produire in fine une œuvre, en tout cas une expérience artistique. Et donc, il existe, nous le savons déjà, des systèmes de biofeedback, et en l'occurrence des électrocardiogrammes sur le marché. Mais pour comprendre au maximum les enjeux techniques et biométriques de ce type de dispositif, nous avons décidé de fabriquer d'abord notre propre système, qui va donc fonctionner par photoplétismographie. Et nous avons aussi travaillé dans le cadre de ce projet avec un studio de designers lyonnais qui s'appelle donc Nota Roberto Boldrini, qui ont travaillé en fait sur le prototypage des boîtiers, mais aussi le design en fait global du dispositif pour le rendre moins encombrant, plus confortable. Et puis aussi travailler sur une problématique en particulier qui est celle de la précision de la mesure, parce que le capteur en fait ne doit pas bouger à la surface de la peau pour pouvoir saisir les justes pulsations. Et donc vu que nous faisons des recherches sur l'immersion et l'interaction, cette interaction va impliquer que le participant ou la participante va bouger et se déplacer. Donc c'est une problématique très contraignante pour nous qui pourrait être en partie réglée par l'implication de designers produits dans le projet. Et nous travaillons donc autour de deux problématiques principales, thématiques, qui sont donc la régulation émotionnelle, que j'aborderai pas aujourd'hui, mais qui va concerner plutôt les pratiques d'auto-éducation, de soma esthétique, d'autodiscipline, de soma esthétique par exemple, dans le cadre d'une application de yoga par exemple. On en voit pas mal. Mais ce que je vais aborder plutôt aujourd'hui, c'est l'immersion et les interactions irréalistes, donc détachées du fonctionnement ordinaire de l'environnement et du corps humain. Et donc là, on revient à Char Davis dans Osmose, c'est typiquement avancer en respirant. Et donc, dans le cadre de cette deuxième thématique, on s'est d'abord posé la question des feedbacks, c'est-à-dire la question qui va concerner le choix des modalités esthétiques de la représentation irréaliste de la fréquence cardiaque. Donc, avec ou sans feedback, et si avec feedback, quel type de feedback, auditif, visuel, haptique, proprioceptif, et quelle combinaison de ces modalités esthétiques. Donc, en gros, quels sens vont être stimulés. Et pour répondre à cette question, nous avons créé un système qui va permettre d'activer, désactiver toutes les modalités de feedback dans l'objectif de pouvoir créer et tester n'importe quelle combinaison esthétique sur les participantes. Et en deuxième lieu, nous nous sommes ensuite posé la question de la transformation active ou passive de l'environnement virtuel et de la mécanique d'expérience. Donc active, en fait, signifie que l'individu est performateur. Ça veut dire que par la régulation émotionnelle, il va contrôler les contenus de l'expérience, mais cela nécessite en fait qu'il en ait conscience et donc que le feedback soit explicite. Et passif, l'individu là ne va pas contrôler les contenus de l'expérience qui vont lui être imposés selon le schéma choisi de la mesure. Mais là, du coup, ça implique plutôt que la transformation est plus implicite dans l'œuvre et donc difficilement discernable. Et donc, pour finir, voici donc une vidéo qui donne quelques exemples d'interactions irréalistes que nous avons pu réaliser, du moins prototypées parce qu'on est encore avec des cubes, comme vous pouvez le voir. Donc, qui vont agir sur le field of view, par exemple ici. Ah, mais vous n'avez pas le son, par contre.
Est-ce que vous entendez? Non, on n'entend pas le son. Ah, ouais. Non. Bah, du coup, je vous enverrai la vidéo parce qu'on entend en fait la mesure cardiaque, ce qui aide un peu à percevoir les différentes modifications en fait. Mais bon, je vous enverrai plutôt la vidéo, peut-être aborder des mécaniques plus explicites dans ce cas-là. Par exemple, ici, en fait, la personne va plus ou moins grandir en fonction de l'élévation en fait, de son rythme cardiaque. Là, par exemple, elle va aller plus ou moins vite dans l'environnement. Donc là, on est dans un déplacement au joystick, hein, dans un environnement de réalité virtuelle. C'est pas vraiment là une personne qui va courir dans sa room scale ou quoi. Parce qu'en fait, là, c'est une vidéo qui est tirée de l'éditeur de jeu Unreal, en fait. Donc voilà, on a un peu fait le tour et du coup, je vais conclure. Cette recherche est passée par plusieurs stades, donc de conception du capteur, de développement, c'est-à-dire d'utilisation du code Arduino et de la mesure donc dans le moteur d'édition, l'éditeur donc Unreal, puis de game design d'expérience. Et pour l'instant, nous avons créé plutôt un prototype d'expérience que nous souhaitons tester après le confinement, si c'est possible, croisons les doigts, sur de potentiels participants et participantes. Mais nous souhaitons aussi que cette recherche-création aboutisse à un niveau artistique. Comme beaucoup d'entre nous pendant cette rencontre, mais tant mieux. Nous cherchons donc aussi de potentiels partenariats créatifs, si ça intéresse certains d'entre vous, avec des artistes, et nous sommes donc preneurs de toutes sortes d'initiatives, s'il y en a parmi vous. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par ce sujet. Et du coup, je vous remercie. Merci infiniment, Léa, pour cette présentation très intéressante, très détaillée et qui croise parfaitement les deux interventions précédentes.